On leur avait pourtant dit que leur rêve était impossible, qu'aucun appareil ne pourrait voler si haut, si loin, si longtemps, grâce à la seule énergie du Soleil. Mais Bertrand Piccard et André Borschberg ont malgré tout relevé le défi. Faire le tour du monde à bord d'un avion solaire. C'est une montre suisse, mais qui a la taille d'un 747 en fait. Un prototype d'un nouveau genre. Un miracle de technologie qui ne consomme que la lumière du Soleil, l'alchimie parfaite entre une étoile et un avion. Aujourd'hui, on a la révolution des technologies propres, des clean tech. Pendant plusieurs mois, les deux pilotes et leur équipe se sont lancés dans un défi à la fois technologique et humain pour prouver que les énergies propres peuvent changer le monde. Une aventure inédite autour du globe, au cours de laquelle Bertrand et André devront affronter des conditions extrêmes de pilotage. Souvenez-vous de tous les pilotes qui sont morts en réalisant leurs rêves. En tout cas, je vais battre et j'oublierai jamais ce moment-là. Voici l'histoire de deux explorateurs qui vont survoler la Terre pour montrer au monde que leur avion peut réaliser l'impossible et nous prouver que le rêve peut devenir réalité. Comment vous sentez à quelques heures du départ? D'une certaine manière excité par ce qui est en train de se passer. Cette idée que Bertrand a développée il y a 15 ans, et j'ai eu la possibilité de faire le premier vol, lui il fera le dernier. Hein. Et c'est vrai que c'est un moment inouï, et je réalise peut-être pas encore que je vais monter dans cet avion puis qu'on va vraiment démarrer. Finalement. Ce matin de mars 2015, des journalistes du monde entier sont venus assister à un événement unique. Le départ du premier tour du monde en avion solaire. C'est bon. À l'origine de ce projet fou, Bertrand Piccard et André Borschberg. Deux explorateurs qui ont mis plus de 15 ans pour concevoir cet appareil révolutionnaire. Si je pensais aux 15 dernières années, je me mettrais à pleurer comme un gamin. Tellement il y aurait d'émotions qui viennent. Donc il faut se concentrer sur le présent, sur le futur, sur ce qu'on est en train de faire maintenant, et puis décoller. Dick, Nils et André, on est en train de démarrer. Pour ce premier vol, c'est André Borschberg qui est aux commandes de l'appareil. Destination, le Sultanat d'Oman, situé à près de 800 km. Un vol de 13 heures réalisé sans aucune goutte de carburant. Main wheel lift off. Ouais! Beau vol, André, mon ami, mon frère solaire. Merci Bertrand, je penserai à toi 5 minutes ici et je penserai à toute l'équipe. Hein. Incroyable, incroyable, un matin aussi long que les 12 dernières années. Absolument, mais on est en l'air, c'est absolument génial. Fabuleux! Bon vol, à tout à l'heure. Merci. L'avion part dans cette direction. Si tout va bien, dans 5 mois, il reviendra dans l'autre direction, après avoir fait tout le tour. Les deux pilotes vont se relayer à chaque étape du parcours, sur 43 000 km, pour franchir 5 continents et 2 océans. Les traversées du Pacifique et de l'Atlantique cristallisent déjà toutes les appréhensions. Pour rallier les deux rives, il faudra être capable de voler 120 heures d'affilée sans possibilité de se poser en cas d'urgence. Si on veut montrer qu'on peut faire des choses impossibles avec des technologies propres et des énergies renouvelables, il faut que la chose soit considérée comme impossible. Vraiment, il ne faut pas faire un petit vol, il ne faut pas traverser la Manche, il faut faire le tour du monde. Et puis tout ça, c'est possible uniquement parce qu'il n'a pas de carburant. L'idée de créer un avion solaire à l'autonomie perpétuelle est née en 1999. À l'époque, Bertrand réalise avec son coéquipier Brian Jones le premier tour du monde en ballon sans escale. 20 jours en l'air, 45 000 km de vol sans escale. Et puis, cette impression angoissante de voir les réserves de gaz qui baissaient. Puis, quand j'ai atterri, il restait 40 kilos sur les 3,7 tonnes du départ. Et je me suis dit, mais
c'est pas possible de voler comme ça. Essayons de trouver un moyen de voler de manière perpétuelle. Bertrand décide donc de relever ce nouveau défi. Concevoir un avion qui peut voler jour et nuit, sans carburant, grâce à l'énergie du soleil. Sa rencontre avec André Borschberg est déterminante. André, ancien pilote de chasse, est aussi ingénieur diplômé de l'École Polytechnique de Lausanne et du MIT. Quand j'ai parlé à André de ce rêve de faire le tour du monde avec un avion solaire sans aucun carburant, j'ai vu dans ses yeux que c'était la personne avec qui il fallait faire ce projet. Cette rencontre m'a permis finalement de conjuguer deux choses, ma passion d'aviation, ma passion pour tout ce qui est nouveaux projets, mais dans son monde à lui. Chacun était finalement attiré par ce que l'autre n'avait pas. Et on avait l'impression qu'ensemble, on formait une personne capable d'aller jusqu'au bout de ce rêve. Les deux hommes se partagent les rôles. À Bertrand, la recherche de financement et de partenaires et la médiatisation du projet. À André, la conception de l'avion. Accompagnés de dizaines d'ingénieurs et soutenus par plusieurs entreprises, les deux hommes vont repousser les technologies existantes dans leur ultime retranchement pour concevoir un premier appareil qu'ils baptiseront Solar Impulse. Le 7 juillet 2010, cet avion révolutionnaire réalise un premier vol de 26 heures. Un succès qui permet d'envisager de voler au-delà des frontières. En Europe d'abord, puis au-delà de la Méditerranée. Bonjour le Maroc! Après une traversée des États-Unis jusqu'à New York, les deux hommes iront porter leur message au siège des Nations Unies. Solar Impulse est la preuve qu'avec de l'audace et de la détermination, nous pouvons voler vers un plus beau futur. Et c'est pourquoi, j'espère, vous voyagerez tous avec nous en 2015. Cet avion vous appartient. Merci. Donc on va rentrer maintenant vraiment dans le domaine de l'inconnu. On a volé sur les continents et demain c'est vraiment voler sur les océans. Tu n'as pas de possibilité d'arrêter, pas de possibilité d'interrompre le vol. Il faut être capable de voler pratiquement ou presque une semaine, non-stop, seul à bord. Pour s'attaquer au tour du monde, André et l'équipe d'ingénieurs ont conçu un nouvel avion, plus grand que le précédent, et équipé pour que le pilote puisse passer plusieurs jours dans son cockpit. Ils l'ont baptisé Solar Impulse 2. Voilà l'environnement dans lequel je vis, je fonctionne. Hein, l'espace qui est derrière, dans lequel je peux me coucher. Et puis si je me couche, en fait, perspective que ça peut donner. Donc j'ai la possibilité de reprendre les commandes instantanément. J'ai un cockpit super bien équipé, hein, donc j'ai tout le système d'oxygène ici. J'ai les ordinateurs de bord qu'on a développés nous-mêmes, qui donnent toute l'information sur les moteurs, sur les batteries. Finalement, l'instrument indispensable à tout le monde, même dans l'avion, chez nous, c'est l'iPad avec lequel je communique avec le centre de contrôle. André, quelles sont tes intentions concernant l'altitude? Tu montes? Oui, mais tout tranquillement en fait pour l'instant. Oui, d'accord, compris. Et quel est ton objectif? Toute Odyssée a son port d'attache. Apollo avait Houston, Solar Impulse, lui, est relié au centre de contrôle de Monaco. Autour de Raymond Clair, le directeur de vol, météorologues, contrôleurs aériens, ingénieurs, médecins, veillent jour et nuit sur l'avion et son pilote. Le centre de mission, c'est un petit peu notre œil qui regarde devant l'avion, mais très loin, et puis dans le futur. Hein, donc ils ont la capacité, avec tous les outils qu'ils ont, non seulement d'imaginer, mais finalement de calculer, de simuler où on peut se trouver dans 1, 2, 3, 4 jours. Cela fait près de 10 heures qu'André a quitté le tarmac d'Abu Dhabi. L'avion a maintenant atteint une altitude de 6000 mètres, idéale pour aller chercher le soleil. Mais pour réduire le poids de l'avion, le cockpit n'est pas pressurisé. En à peine quelques heures, la température est passée de plus 15 à moins 20 degrés et le masque à oxygène devient obligatoire. Cette première étape, véritable test pour toute l'équipe, est une réussite. Après 13 heures de vol et 772 km parcourus, Solar Impulse se pose à Oman dans un silence total. Manual height 10 meters, 4 meters, 3, 1 meter, manual touchdown.
Après la réussite du premier vol, c'est au tour de Bertrand de prendre les commandes. Pour lui qui a eu l'idée de créer cet avion, grimper à bord pour cette deuxième étape est un accomplissement. La preuve que le message qu'il veut transmettre à travers cette aventure est devenu aujourd'hui une réalité. On a eu une révolution industrielle, on a eu une révolution informatique. Aujourd'hui, on a la révolution des technologies propres, des clean tech. Avec le outer. Et c'est ça qui permet de passer d'une voiture ou un avion qui ne fait que de consommer à un système comme Solar Impulse qui permet de produire plus d'énergie que ce qu'il consomme et de cette manière-là de voler perpétuellement. Le système de propulsion de Solar Impulse est composé de 4 nacelles, équipées chacune d'un moteur et d'une batterie électrique. Pour économiser l'énergie, le poids de l'avion a été réduit au strict minimum. L'aile principale est composée d'un immense longeron creux à l'intérieur. Il est fabriqué à partir d'une mousse en nid d'abeille entourée de carbone, un matériau ultra léger et très résistant. Les nervures de l'aile et les poutres du fuselage sont aussi en carbone. L'aile principale atteint 72 mètres de longueur pour accueillir suffisamment de cellules solaires et alimenter l'avion en énergie. Au total, 17 000 capteurs recouvrent les faces supérieures de Solar Impulse. Mais la légèreté de l'avion a aussi ses inconvénients. L'appareil est extrêmement sensible à la moindre turbulence. Le pilote doit donc le maintenir en permanence à l'horizontale pour éviter de partir en vrille. Devant moi, le ciel est complètement clair. Je n'ai des cirrus que sur ma gauche. De nuit, le pilote doit se fier à son horizon artificiel, indiqué par les instruments de bord. Depuis Monaco, l'équipe suit en temps réel ses manœuvres pour l'assister dans les moments critiques. J'ai des oscillations d'enfer. C'est fou comme ça aussi. Tu dis que l'avion est instable et je ne vois aucune turbulence. C'est un jour parfait pour voler, la météo est idéale. Donc si l'avion n'est pas stable, que l'autopilote est éteint et qu'il n'y a pas de turbulence, il y a autre chose. Au sol, André et l'équipe de Solar Impulse attendent l'arrivée de Bertrand, aux côtés de Michel Picard, son épouse. Vraiment? Donc pour l'instant, tout a l'air de jouer correctement? Tout à fait. Il vous faut combien de temps pour être prêt sur la piste? Je pense que pour être sûr d'être prêt, il faut compter une demi-heure. On commence. Ask for descent. Donc on déploie et on y va, les gars. And the catching crew is in position and the whole team is in position. Increase the descent. Le reste du vol se déroule à la perfection. Et après 15 heures de vol, Solar Impulse se pose sans encombre sur l'aéroport d'Ahmedabad en Inde. Mais cette deuxième étape vient de rappeler à tous la difficulté de manœuvrer un tel avion. J'ai volé de manière très amateur pour arriver sur Ahmedabad. J'avais volé avec référence visuelle pendant tout le vol, puis quand la nuit est tombée, j'ai un peu continué comme ça. Et avec cet avion, voler en référence visuelle de nuit, le nez bouge beaucoup, j'essayais un peu de stabiliser pour avoir le cap qu'il fallait. Puis c'est pas comme ça qu'il faut faire. En fait, il faut utiliser le réseau artificiel et se focusser sur le réseau artificiel et c'est tout. Puis ça, je l'ai pas fait. Ok, Solar Impulse, tout est prêt. Procédure autorisée. Bon vol. Lancés vers la quête de leur tour du monde, Solar Impulse et ses pilotes enchaînent les étapes. Varanasi en Inde, Mandalay en Birmanie, puis Chongqing et Nanjing en Chine. À chaque escale, l'arrivée de l'avion déplace des foules entières. Thank you. Thank you. Entre les vols, Bertrand et André partent à la rencontre du public et des autorités pour transmettre leur message. À notre époque, nous avons besoin de leaders, de présidents capables d'accomplir la mission, d'apporter une meilleure qualité de vie sur cette planète. Tout au long du parcours, pendant que le pilote est aux commandes de son appareil,
l'équipe de Solar Impulse emprunte un avion de ligne pour aller d'une étape à l'autre. Ingénieurs, mécaniciens ou cuisiniers, en tout une 60aine de personnes partagent l'aventure de Bertrand et André. Il y a des rafales de vent de travers. C'est vraiment sportif. 1 meter. Manual sound. Chongqing, 35 millions d'habitants. Une des villes les plus peuplées de la planète et surtout celle dont la croissance est la plus rapide au monde. Ici, la consommation de pétrole et de charbon atteint des records et l'air est saturé en particules fines. Pour Bertrand, le passage de Solar Impulse dans une telle mégalopole a valeur de symbole. Tout ce qu'on voit ici pourrait très bien exister avec un taux de pollution acceptable, pourrait très bien exister avec très peu d'émissions de CO2, à condition que ces maisons soient isolées, qu'elles aient des doubles vitrages, qu'elles puissent économiser du chauffage et de l'air conditionné, à condition que toutes ces voitures soient électriques, à condition qu'on ait des systèmes d'éclairage au LED, des nouveaux processus industriels. Il ne faut pas se battre contre ça. Il faut simplement voir que ça peut exister avec 75% d'émissions de CO2 en moins. Et si j'adore ce symbole de Solar Impulse et du vol autour du monde sans carburant, c'est parce que ça montre jusqu'où on peut aller dans le possible avec des technologies propres. Freiné par une météo capricieuse, il faudra 4 semaines à Solar Impulse pour atteindre Nanjing, dernière étape avant de lancer l'avion au-dessus du plus grand océan de la planète. C'est un vrai privilège d'être là aujourd'hui. Ce sont des moments que nous aimons beaucoup avec Bertrand. Être avec vous, la nouvelle génération qui fera le monde de demain. La campagne de communication bat son plein, avec toujours ce message, croire en la capacité d'innover pour changer le monde. Et dans le même temps, il faut préparer la traversée du Pacifique. Le vol doit durer plusieurs jours d'affilée et va mettre à rude épreuve l'appareil, tout comme son pilote. L'équipe allège au maximum le poids de la structure et vérifie minutieusement chaque détail de l'avion et en premier lieu, ses systèmes électriques. Mission shutdown. Puis tu rallumes un coup? C'est bon. Il n'y a pas beaucoup de place, ni pour se coucher à l'intérieur du cockpit, ni pour travailler avec les mains. So I'm on the white. On n'a pas réinventé un moteur électrique, même si on a 4 moteurs électriques. On n'a pas réinventé les cellules solaires, mais on a poussé ces technologies un peu à leur limite actuelle, donc, et au niveau poids et au niveau efficacité énergétique. Je vais vous faire un court-circuit sur le bus essentiel 1. Ça va dire que tu perds ce bus. Ça veut dire que tu perds le bus essentiel 1. D'accord. Pour le reste de ton vol. Voilà, donc tu as perdu tes moteurs. Tu as perdu la moitié de tes moteurs. Tout ce qui est sur les choix ici, ça va gueuler. Exact. Tu auras des alarmes partout. Tu auras des alarmes partout. Donc tu vas vraiment... Moi, je t'ai dit, je l'ai fait. Tu vas bosser. Tu te prends une quinzaine d'alarmes dans la gueule dans la seconde, tu as les struts dehors et tu as 2 moteurs coupés. Tu finis ta mission avec ça. Oui, c'est ça qui est bon. Tu peux finir ta mission. Finir la mission, Pour franchir le plus grand océan du monde, les pilotes se sont entraînés pour faire face à toutes les situations d'urgence. S'ils doivent sauter de l'avion en vol, ils ont à leur disposition une combinaison étanche. Celle-ci sera leur unique chance de survie. Putain, je sais absolument pas dans quel sens ça se met, là. Je pense qu'il faut mettre, là. Dans une situation d'urgence, il ne faut rien découvrir de nouveau. Tout doit être connu à l'avance. Les réactions, les mouvements, l'équipement, la technique. Donc tout ça, ça s'entraîne. Quel autre peut-être? Et puis ensuite, c'est le corps qui a appris à faire les mouvements pour mettre le harnais, pour sangler le parachute, pour ouvrir la porte. Ça y est, c'est fait. Mais c'est clair que c'est pas quelque chose que je peux faire en urgence. Il y a 2 situations où on doit sauter de l'avion. Une des situations, c'est si on n'a plus assez d'énergie avant la fin de la nuit. On a 1 ou 2 heures pour se préparer à sauter. Et là, ça va être un crève-cœur parce qu'on va devoir abandonner l'avion qui vole encore tout à fait bien. Mais il y a aussi la situation d'urgence absolue
moteur en feu, batterie en feu, une aile qui fond à cause de l'incendie. Et là, il faut sauter pour sauver sa peau. Là, on n'a pas le temps de dire au revoir à l'avion. Là, on saute parce qu'on doit survivre. Parce qu'en fait, ça va être comme ça. Hein. Ça va être comme ça. Et puis là, tu vas être comme ça. Et puis là, tu vas tourner. Puis tu vas aller chercher là. Alors là, il faut que je le trouve. Là, il est loin. C'est pas ça. Mais il s'est pas tendu, tu vois. C'est pas évident, hein. C'est celui-là qu'il faut que je trouve là. Et après, c'est là, voilà. Partir pour 5 jours, on l'a jamais fait. On l'a fait en vol virtuel, mais on l'a jamais fait en réel. Donc c'est vrai que ça va demander à tout le monde la capacité d'accepter qu'on prend un certain risque. Je sens que c'est le moment maintenant. On est prêt, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je ne pas dire qu'on réussisse, hein. Est-ce qu'on a pensé à tout, etc. C'est une autre question. Mais on a fait ce qu'on devait faire, ce qu'on pouvait faire. Maintenant, à voir si finalement les choix qu'on a faits sont les bons. Bertrand a rejoint le centre de contrôle à Monaco pour suivre la grande traversée minute par minute. C'est une partie d'échecs avec la météo qui commence, où il faut 10 coups d'avance pour gagner avec un adversaire totalement imprévisible. Trouver la faille dans les nuages, identifier le passage entre les différents fronts qui se succèdent sur le Pacifique. Le défi des météorologues est de prévoir les conditions auxquelles sera confronté l'avion, en tout point de son parcours selon son altitude de vol, et ce, pour les 5 prochains jours. J'ai reçu beaucoup de choses. Bon, là, on est vendredi. On sait qu'il fait mauvais temps vendredi et samedi sur Nanjing. C'est dommage parce que là, c'est un joli couloir. Là, hein. Ça, c'est les doigts, la situation dont on rêve. Ouais, il faut cross fingers, croiser les doigts, comme on dit. Don't cross fingers, cross the Pacific, my friends. Alors, ok, ça c'est une meilleure idée, ouais. Allez, on va le traverser. Oui, Monaco de nouveau en ligne. Nous avons fait un rapide tour de table. Pour votre information, ici, tout le monde donne le feu vert. Météo. Ensemble? Vert. Qui a dit vert? Et pour l'équipe au sol? C'est vert. Tous les ingénieurs donnent le feu vert? On est vert. Et pour le pilote? Le pilote est vert. Enfin, j'espère que non. Le pilote n'est ni vert ni blanc. Il est en bonne santé. C'est le moment tant attendu. Le moment de vérité pour cet avion et pour tous les hommes qui ont repoussé depuis 12 ans les limites du possible. Dans quelques minutes, ce sera un profond soulagement pour toute l'équipe de voir décoller Solar Impulse. Mais pour les plus proches, la sensation est un peu différente. Moi, je me dis toujours qu'il a été dans une autre vie un oiseau. Et puis, il doit sentir la liberté de voler comme un oiseau dans cet avion. André, tu es sur le point d'effectuer le vol le plus fabuleux jamais réalisé avec Solar Impulse et de montrer au monde ce qu'il est possible de réaliser avec des technologies propres. Je sais à quel point ça compte pour toi. Je suis très ému et je te dis au revoir, André. Bon vol. Très émouvant le départ ce matin avec le speech de Bertrand, toute l'équipe derrière. C'est vrai que finalement je suis petit à petit rentré dans cet avion, dans cette bulle, dans cette situation. Et c'était fou quoi. Maintenant ça va peut-être être l'après-midi, peut-être mettre le masque à oxygène. La montée en altitude, c'est toujours un tout petit peu plus difficile, mais bon, ça fait partie du cycle. Le principe du vol perpétuel est d'emmagasiner suffisamment d'énergie pendant la journée pour pouvoir voler toute la nuit et attendre que le soleil se lève et recommence à alimenter l'avion. Les rayons lumineux qui frappent les capteurs solaires sont transformés en électricité. Celle-ci est acheminée vers les 4 nacelles et vient en même temps charger les batteries et alimenter les moteurs. Chaque jour, le profil de vol est identique. Dès 6 heures du matin, les 4 moteurs tournent à plein régime. Pour charger ses batteries, l'avion grimpe vers les couches de l'atmosphère les moins nuageuses, jusqu'à atteindre 9000 mètres d'altitude. Quand le soleil commence à baisser,
les moteurs sont mis au ralenti et l'avion redescend en planant pour économiser son énergie au maximum. Vers 10 heures du soir, le pilote remet les moteurs pour stabiliser son appareil à 1500 mètres d'altitude. L'avion doit passer la nuit alimenté uniquement par ses batteries. André doit voler de manière extrêmement douce, extrêmement stable. Et puis il y aura le lever de soleil. Mais le lever de soleil, ça ne veut pas dire que l'avion a déjà de l'énergie. Non, il faut attendre 2 heures à peu près que le soleil soit assez haut pour que les cellules solaires captent de nouveau assez d'énergie pour continuer. Et on a ce moment qu'on appelle Energy Neutral Morning. C'est le moment où l'avion peut, grâce à l'énergie qu'il capte sur le moment, maintenir un vol horizontal. À partir de là, c'est gagné. Deuxième jour, ça fait 36 heures que je suis parti. Je pense que passer la nuit, c'est ce qui m'a le fait le plus plaisir et puis et impressionné aussi. L'avion fait tellement de bruit, il se passe tellement de choses que j'entends. Et c'est vrai que je sens chaque ondulation, chaque petite turbulence qu'on rencontre, je sais comment est-ce qu'il va réagir. C'est vraiment une symbiose entre les deux et c'est comme ça qu'on peut avancer. Alors qu'André survole la mer du Japon, un changement dans les prévisions météo va remettre en cause le bon déroulement de la mission. Et lui, il passe à 12 heures. Un front nuageux en formation avant Hawaï pourrait se trouver sur la route de Solar Impulse dans 3 jours. L'avion risque d'être bloqué par la perturbation sans possibilité d'atterrir. En cas d'annulation de la traversée, la solution serait de dérouter Solar Impulse vers le Japon sur l'aéroport de Fukushima. Pour l'heure, impossible de savoir si les autorités locales accepteraient un tel atterrissage. Plus tôt on discute d'une nouvelle route vers Fukushima, plus vite on annonce le déroutage, plus les chances de sauver l'avion seront grandes. Je veux dire sauver et le pilote et la mission. Je me demande s'il n'y a pas plus de risque de perdre l'avion à Fukushima qu'en essayant de rejoindre Hawaï. Si on a Solar Impulse sur le tarmac de Fukushima, les hangars mobiles bloqués dans le cargo, et qu'on assiste à la destruction totale de notre avion à cause de la météo sans être capable de faire quoi que ce soit, c'est vraiment stupide. Malgré les inquiétudes de Bertrand, l'évolution de la météo ne laisse plus d'alternative. La traversée doit être annulée. André, on doit te réveiller là. On a un gros problème maintenant au niveau du passage du front. C'est-à-dire que le front qu'on peut passer au 5e jour, c'est complètement rebouché, ce qui veut dire qu'on doit s'arrêter et poser au Japon. La procédure est totalement inédite. De toute urgence, l'avion est dérouté sur le Japon. Mais l'aéroport de Fukushima refuse de laisser atterrir l'appareil. Grégory Blatt, directeur de la communication du projet resté en Chine après le décollage, tente de trouver un autre aéroport. Ok, donc j'ai discuté avec André et on demande diversion sur Romeo Juliette November. On continue. Étant donné la situation exceptionnelle, les autorités de l'aéroport se sont mises d'accord et ils vous acceptent sur l'aéroport de Nagoya. J'ai battu mon record, Raymond. J'ai trouvé un aéroport d'urgence. On devra discuter du hangar mobile et du reste, mais Damien va s'en occuper. Oui, il faut en parler parce que sinon on perd l'avion. Oui, je sais, mais une chose après l'autre, d'accord? Toute la particularité de Solar Impulse, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Personne ne l'a fait avant, donc on ne peut pas comparer ou se référer à quelque chose. Il faut toujours s'adapter. Et c'est vraiment l'état d'esprit de ce projet. Et là, dans 10-15 minutes... C'est une équipe très réduite qui accueille l'avion au Japon. Cet atterrissage forcé est une grosse déception. Un obstacle qui met en péril l'exploit annoncé. Seule consolation, avec cette traversée, André vient de battre le record du plus long vol solaire. Record du monde! Un petit bout de chemin! Excusez-moi, je viens de prendre mon service et je demandais à ces messieurs, Niels et Ralph, quand pensez-vous repartir dans les airs?
D'ici, on va voler vers Hawaï. Et donc, on a vraiment besoin d'une bonne météo. Alors, on espère que ça sera dans quelques jours. Bonsoir. Hein? Cela fait 2 jours qu'André n'a pas dormi. Et la nuit blanche n'est pas terminée. L'absence d'une bonne partie de l'équipe va le contraindre à gérer lui-même tous les problèmes de front. À commencer par la sécurité de l'avion. Écoute, ça va bien. Dans les cas d'urgence, pour protéger Solar Impulse, les ingénieurs ont inventé un système de hangar mobile qui voyage partout avec l'équipe. Mais pour l'instant, les autorités de Nagoya refusent son installation sur le tarmac de l'aéroport. Terry, on va vraiment avoir besoin de votre soutien demain pour obtenir l'autorisation d'installer le hangar mobile. C'est vital. Si on n'a pas ce hangar mobile, on va perdre l'avion. Il a dit que vous feriez les choses simplement. Oui, exactement. On fera juste des petits trous qu'on comblera après. L'aéroport de Nagoya refuse catégoriquement de percer des trous dans la piste pour fixer le hangar. Solar Impulse doit rester dehors. Et pour éviter que le vent ne le renverse, l'équipe va être obligée de le tenir à bout de bras pendant toute la nuit. Le vent vient toujours de la même direction? Non, ça tourne. Même pas? Non, c'est vent de cul et quand on se prend des rafales, c'est généralement un vent qui vient de la droite, comme si le vent venait de la piste, venait taper contre l'usine et nous arrivait comme ça. Je pense que toute chose qu'on peut faire sera utile en fait. Et il faut qu'on les fasse aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui qu'on peut sauver l'avion. On a déjà cassé une partie là, c'est pas dramatique donc ne pense pas que le projet est perdu pour ça. Mais ça montre, si tu veux, que si la météo s'aggrave, elle va de toute façon s'aggraver demain, je pense que le risque il sera maximum, quoi. À la fin de la journée, un compromis a enfin été trouvé avec les autorités. Pour éviter de percer des trous dans la piste, le hangar sera fixé à des blocs de béton. Il faudra une nuit entière à l'équipe pour que Solar Impulse puisse enfin être protégé par son hangar mobile. C'est super bien maintenant. Non, mais non, il n'y a plus d'eau, Ça va être plus sec que quand on est arrivé, donc c'est bien. Ah ouais, je pense, ouais. C'est qu'il est aussi brave. Ouais. Moi, j'ai peur qu'il soit trop sec après. Oh, c'est bon, ça, on peut s'arranger. Ouais, pour les faire conditionner. Constamment, il y a l'équipe qui est là, qui tourne, qui regarde, parce qu'on regarde comme ça, il vit, il bouge avec le vent. Mais ça a sauvé l'avion maintenant, bien sûr. Ouais. Alors, c'est clair, ça c'était cuit. Hein. Il n'y avait même pas besoin de... Je veux dire, maintenant, l'avion, il n'existerait plus avec le vent qu'il y a. Ces 2 nuits blanches ont laissé des traces. La fatigue et la tension commencent à peser sur le moral de l'équipe. Vous avez sécurisé, sauvé, je dirais, une situation qui était hyper périlleuse. Félicitations pour le boulot, parce que c'était pas simple, pas évident, et je pense qu'on était hyper à la limite. Hein. Avoir le sentiment qu'on n'est pas tout seul, lâché dans l'équipe, tout seul, quoi. Ouais. Et vous n'êtes pas tout seul parce que si tu veux, entre-temps, c'est que le problème, c'est que moi, si je viens, je peux venir. Mais le soir, on a bossé. Le matin, on était opérationnel très tôt. Moi, j'ai pratiquement pas dormi 3 nuits. J'ai fait un vol de 44 heures. C'est des premières mondiales, ça. Et puis, si je m'épuise pour le prochain vol, je ne peux plus faire un vol de 5 jours qui est encore plus énorme. Donc, moi, je m'attends de vous plutôt que vous me disiez, toi, tu vas te reposer. Parce que sur ça, tu vas te foutre dans la mer après. Cet arrêt forcé au Japon met les nerfs à rude épreuve. Mais l'équipe au sol doit se remettre au travail pour vérifier et réparer les dégâts causés par le mauvais temps. Dans cette aventure, tout est affaire de précision, de calme. À l'image de Solar Impulse, dont les réparations s'apparentent plus à de la haute couture qu'à de la mécanique.
Alors que l'aventure a accumulé 2 mois et demi de retard, le ciel offre enfin une légère embellie, une brèche dans laquelle l'équipe décide de s'engouffrer. Je crois que j'y croirais vraiment lorsqu'on aura passé la côte du Japon. Ça fait longtemps qu'on essaye, on a rejeté beaucoup de ces fenêtres. On pense que celle-là est la bonne, va peut-être pas être nécessairement facile non plus. Mais en tout cas, au point de vue météo, on pense qu'on a trouvé le bon chemin. Mais alors qu'à Nagoya, l'équipe prépare l'appareil pour le décollage, la tentative de traversée va être à nouveau remise en cause. La météo est complètement pourrie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on voit ça, on voit bien que c'est impossible de passer au travers. Mais c'est un véritable désastre. Oui, 5 sur 5 maintenant, ça marche. Écoute, on a le dernier run de GFS et la voie est bouchée. Donc on attend un peu Luc qui doit essayer de nous trouver des sondages pour voir s'il peut confirmer ou pas. André, c'est Michael. Quand je vois les perturbations qui se dirigent vers l'est, J'aime pas du tout l'idée de te laisser aller là-bas sur l'océan. C'est vraiment de la loterie. On doit prendre une décision dans les secondes ou minutes qui viennent. Et je suggère qu'on retourne au hangar. Oui, j'entends ça. Et c'est une situation terrible. Et j'imagine surtout pour toi. Je suis terriblement désolé pour toi, André. Ne sois pas désolé. Quand j'ai dit que nous devions arrêter, Michael m'a dit merci. Je crois que ça veut tout dire. Laisse-moi le dire ici à tout le monde pour qu'on rentre. Donc c'est confirmé, le vol est annulé. On retourne au hangar malheureusement, mais c'est la vie. Vous avez fait un travail fantastique. On a essayé tout ce qu'on pouvait. On a juste échoué sur les derniers centimètres. Niki-san, je suis toujours là. Allons au bureau de l'immigration avec le passeport. Ça fait 6 semaines qu'on cherche une fenêtre météo, on ne l'a pas trouvée. Et donc on a de plus en plus de friction, d'agressivité, de fatigue bien entendu, de stress. Et je passe des heures au téléphone chaque jour pour aborder ces questions-là, pour créer des ponts, pour vraiment parler psychologie. Le côté humain est presque plus important aujourd'hui que le côté technique. Je ne me serais jamais imaginé finalement que ça puisse être aussi important, aussi soutenu et aussi difficile. Ok, on y va. On y va. 5 jours plus tard, la météo est enfin clémente. Dans le secret de la nuit, Solar Impulse s'envole pour une nouvelle tentative. André, je te lève mon chapeau. Vole bas, vole doucement, vole prudemment. Mais très peu de temps après le décollage, une alarme indique une panne dans le système de pilotage automatique, le MAS. À Monaco, les avis divergent. Pour les ingénieurs, il faut immédiatement faire revenir l'avion au Japon pour le réparer. Mais les pilotes refusent de l'envisager et un véritable bras de fer s'engage entre les membres du projet. C'est clair que la panne du MAS n'est pas une raison pour s'arrêter. Non, c'est pas si clair. Le risque est très élevé. Le risque est vraiment très élevé. Une réunion de crise est organisée entre le centre de contrôle de Monaco, les concepteurs de l'avion restés en Suisse et les 2 pilotes.
La décision qu'il s'apprête à prendre est cruciale pour la suite de l'aventure. La décision de traverser sera, au final, notre responsabilité à Bertrand et à moi. Même si tout le monde, bien entendu, peut exprimer clairement son point de vue. Personnellement, j'ai le sentiment de pouvoir le faire. Mais nous avons besoin du soutien de tout le monde. Si tu décides de continuer, en tant qu'ami et en tant que membre du projet, tu as tout mon soutien. Mon plus grand souhait est surtout que l'on continue tous ensemble. Je déconseille fortement de continuer le vol. Mais si la direction du projet décide de continuer, je ne partirai évidemment pas. Je resterai à bord et je ferai tout ce que je peux. J'aimerais que vous vous souveniez de tous les pilotes qui se sont tués en essayant de réaliser leurs rêves. Parce que vous savez, on n'entend jamais les histoires de ceux qui sont morts. Je comprends que vous ayez peur. J'ai été très souvent confronté à ce genre de situation dans ma vie. Mais je vous assure, ça en vaut la peine. Ici le Capcom, désolé de vous interrompre, mais il faut qu'on commence l'ascension maintenant si on veut avoir une chance de respecter le profil de vol. Vas-y. Climb. Monte. Allons-y. Et merci pour tout. Et soyez convaincus que ce n'est pas de la loterie. Toutes les grandes choses qui se sont faites dans l'histoire ont été faites en sortant des procédures, en sortant de la zone de confort, en sortant de la manière habituelle de penser et de fonctionner. Si on reste toujours dans la manière habituelle de fonctionner, si on reste toujours dans ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise, eh bien, on ne crée pas. J'ai pensé que le premier jour serait comme ça, et c'était assez dur de décider. Ça m'a pris au fond de moi, vraiment dans l'estomac, et puis pas vraiment savoir si c'était la bonne décision. Bon, techniquement, je pense que c'est bon, mais vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de Yasmine, c'est vrai que, waouh, pas facile, hein, pas facile, mais je pense que ça ira. En tout cas, je vais battre, et puis je pense que je n'oublierai jamais ce moment-là. Bloqué dans un espace si réduit pendant plusieurs jours, André doit régulièrement pratiquer des exercices pour éviter que ses muscles ne s'ankylosent. Tu as deux phases complètement distinctes, avec masque oxygène, sans masque oxygène. Sans masque oxygène, j'ai toute la flexibilité que je veux pour me déplacer dans le cockpit. Et puis, je vais profiter de ce moment-là pour commencer tout ce qui est méditation, exercice de respiration, yoga. Je suis rentré dans un niveau de conscience que j'ai rarement ou pas vécu dans d'autres situations. Le temps de repos a été calibré par l'équipe médicale. Des séquences de 20 minutes, pas une de plus, sous peine de tomber dans une phase de sommeil profond. Car en cas d'urgence, le pilote doit retrouver tous ses réflexes en un clin d'œil. Là-haut, André vient de passer une ligne imaginaire, tout un symbole. La ligne de changement de date au beau milieu du Pacifique. Tu confirmes que tu as des maux de tête? Non, pas des maux de tête. Mais il y a des trucs qui poussent sur ma tête. C'est vraiment étrange. Ah, d'accord. C'est super. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est peut-être parce que je suis revenu un jour en arrière. Excellent. Cet avion vole jour et nuit. Il a fait 2 cycles complets. Il commence le 3e maintenant. Le pilote économise son énergie pendant la nuit pour atteindre le lever de soleil et continuer le jour suivant. Et dans notre monde, dans notre société, l'humanité doit faire la même chose. On doit économiser l'énergie, économiser les matières premières et les ressources naturelles pour atteindre la génération suivante sans avoir de crash.
Donc c'est la journée 4, et puis aussi ce sera la dernière déjà. C'est très émotionnel. Il y a 1 ou 2 jours, j'ai eu tellement d'émotions qui est montée, je me suis mis à pleurer. C'était un peu ridicule d'être tout seul dans ce cockpit de pleurer, mais c'était tellement fort et ça m'a fait tellement plaisir en fait, c'était tellement génial d'avoir ce feeling-là que bon, j'ai laissé aller, je l'ai vécu tout seul, mais c'était très beau. Plus un bruit, petit vent de face, Solar Impulse 2 au final. Mon Dieu, ouais. On a vraiment des barges. Manual height 10 meters. 6. 6. 3. 1 meter. Manual touchdown. Incroyable, hein? Incroyable! Mais c'est vrai que je ne crois pas, quoi! Ah, c'est fou! Mon André! Ouais, mon Bertrand! Je suis tombé amoureux de cet avion-là. C'est plus un avion, c'est un super copain. On a fait ça ensemble, hein. Il m'a aidé, je l'ai aidé, il a eu ses petits problèmes, j'ai eu mes petits problèmes. Et puis finalement ensemble on est arrivés, puis quand je le vois j'ai envie d'aller le tapoter sur l'épaule, c'est un peu le feeling que j'ai aujourd'hui. Pour André! Hip hip hip! Ouais! Hip hip hip! Ouais! Hip hip hip! Le pilote suisse boucle l'étape Nagoya-Honolulu. Piloted by veteran Swiss aviator André Borschberg. Ces technologies fonctionnent, qu'on peut voler 5 jours, 5 nuits non-stop, c'est fou. Solar Impulse Hawaii Making became a reality. En se posant hier soir à Hawaï, Solar Impulse est entré dans l'histoire. Mais pour l'équipe, l'euphorie est de courte durée. Les batteries de l'avion ont été endommagées par une montée trop rapide au début de la traversée. Il faudra au minimum 2 mois pour en fabriquer des nouvelles et les acheminer sur Hawaï. Mais le Pacifique, lui, n'attendra plus. Dans quelques semaines, les jours seront trop courts pour voler à l'énergie solaire. L'aventure ne pourra reprendre que l'année prochaine quand les jours recommenceront à rallonger. Il est temps pour tous les membres de l'équipe de plier bagages. Solar Impulse, lui, va passer l'hiver au hangar. Neuf mois ont passé depuis l'arrêt du projet. 9 mois de travail intensif pour Bertrand et André qui se sont préparés à repartir à l'aventure. Après un hiver placé sous protection, Solar Impulse revoit enfin la lumière du jour. Entre-temps, de nouvelles batteries ont été fabriquées en Suisse et acheminées à Hawaï par bateau. L'équipe au sol reprend ses habitudes. Les mêmes gestes, les mêmes précautions. Dans quelques jours, Bertrand s'élancera pour franchir la deuxième partie du Pacifique. Un vol de 3 jours vers les États-Unis. Tout le monde doit voir ça, c'est tellement excitant. Je veux que mes enfants assistent à ça. C'est un moment tellement historique. C'est comme les frères Wright ou Lindbergh. C'est lui le pilote. Bonjour jeune fille. C'est le soleil qui fait voler l'avion. Donc pas besoin d'essence. C'est un avion magnifique, un bijou de technologie.
comprend pas que cet avion a une âme, on n'a pas compris le projet. Il y a beaucoup de sueur, beaucoup d'émotions aussi. Ouais. C'est bien plus qu'un avion, c'est beaucoup plus que ça. Donc là, tu es en chute. Hein. Là, et je remonte le long et elle est là. Elle est très haute. Hein. Ouais. Je te propose maintenant de revenir au cas normal. Où tu es absolument sûr que tu n'auras pas assez d'énergie pour passer la nuit. Oui. Oui, mais avec Mais juste avant le vol, il est très concentré. Il se met un petit peu dans sa bulle. Moi, je me fais un peu petite, ça c'est vrai, mais je connais ce genre de situation. J'ai déjà vécu et je les comprends très bien. Les conditions météo s'améliorent. On pourra décoller dans 1 heure. Comme ça, on aura plus de marge pour les batteries. Ok, c'est parfait. Moi, ce que j'adore, c'est le moment où la tour dit Solar Impulse clear to take off. Que je mets la puissance des moteurs à fond, puis qu'il n'y a pas de bruit, puis que l'avion se met à bouger. Ça c'est un moment extraordinaire, ça j'adore. J'aime beaucoup les symboles. Et ici, à Hawaï, j'ai revu une photo de Charles Lindbergh comme je l'ai connu. Parce qu'on voit toujours les photos de lui quand il a 27 ou 28 ans, après sa traversée. Et là, j'ai revu la photo de Charles Lindbergh âgé, exactement comme je l'avais rencontré. C'est la première fois que je revois une photo exactement comme ça. Bon, ça aussi, c'est un petit clin d'œil. Mais ça, c'est les Américains qui comprennent mieux. C'est Capitaine Picard dans Star Trek, qui est inspiré du frère jumeau de mon grand-père. Avant d'écrire sa propre histoire, Bertrand Piccard a été bercé par les récits de sa famille. Son grand-père, Auguste, a servi d'inspiration à Hergé pour créer son professeur tournesol. Auguste Piccard est l'un de ces génies universels du XXe siècle, inventeur notamment de la cabine pressurisée. En août 1932, le savant s'élève à 16 km d'altitude. Il est le premier homme à entrer dans la stratosphère, le premier à apercevoir la courbure de la Terre. La cabine d'Auguste va ensuite être déclinée en sous-marin. Le grand-père de Bertrand vient d'inventer le bathyscaphe. Aidé du commandant Cousteau, le professeur Piccard met en place le hublot de plexiglas conique qui sera pour les explorateurs un œil ouvert sur la vie des abysses. Mais lors des essais en 1948, la houle détruit le premier prototype. Dès lors, Auguste va s'appuyer sur son fils Jacques pour améliorer son engin. Le père de Bertrand va faire entrer leur bathyscaphe dans l'histoire. Le 23 janvier 1960, il plonge dans la fosse des Mariannes au cœur du Pacifique, le point le plus profond de la Terre, à 11 000 mètres sous les flots. Bonsoir, monsieur le professeur. Ah, c'est que nous avons une petite visite inattendue. Regardez, petite visite. Il n'est pas encore couché. Il n'est pas encore couché. Il devrait être couché. Comment s'appelle votre fils, monsieur? Tu vois qu'il s'appelle Bertrand. Bertrand. Tu vois, regarde, il y a beaucoup de gens qui te regardent. Tu peux leur dire bonjour. Bien, bonjour. Bonjour tout le monde. En juillet 69, j'avais 11 ans et j'ai vu à quelques jours d'intervalle mon père partir pour une mission d'1 mois dans le Gulf Stream avec son sous-marin et Apollo 11 décoller pour la Lune. Et je me suis dit ce jour-là, c'est cette vie-là que j'ai envie d'avoir. J'aimerais être explorateur. Ça m'amuse beaucoup, en fait, de repenser un peu avec cette nostalgie de tout ce que j'avais envie de faire quand j'étais enfant, en me disant, c'est trop tard, tout a déjà été fait. L'Atlantique, le Pacifique, la Lune, tout ça, tout le monde l'a déjà fait. Et j'arrive trop tard. Oh, Greg. Yes. Je volerai lentement et très bas. Et tu ne prends personne en stop, hein, à moins qu'elle soit vraiment jolie. Mais ça souffle ici. Oui, un petit peu. Il y a beaucoup de vent. Ok, quel est le dernier moment? Décollage au plus tard 6h40, en raison du vent et des prévisions météo. Ok, et donc d'ici là on mesure le vent. Donc on est entre 7 et 8 et 9. Yes, je pense qu'on devrait y aller. À tout à l'heure, ciao.
Alors, on y va. Go. Hein? Ça a l'air d'être promising. Ouais. Non, c'est bon, si on change, c'est pour décoller. Fermer la porte, c'est déjà être un peu en vol. Donc c'est vraiment un moment extraordinairement fort, extrêmement émotionnel. Et c'est rentrer vraiment dans le vol à ce moment-là. Bertrand, j'espère vraiment que ce sera un moment formidable pour toi. Et donc, tu es autorisé à décoller. Je te souhaite un très bon vol. Merci Albert. On se reparle quand j'arrive à San Francisco dans 3 jours. Bonne journée. Fabuleux. Bon vol, Bertrand. Profite bien et n'oublie pas de redescendre. Bertrand ne redescendra au sol que dans 3 jours et 3 nuits. Un vol qui doit l'amener jusqu'en Californie, sur la base de Moffett, près de San Francisco. Hotel Bravo Sierra Bravo, I will remain below 1,500 feet in Bravo airspace. Bravo Sierra Bravo Roger, and whenever you're ready, you are free to climb. C'était le premier vol de nuit, c'était la première fois que je serais si longtemps dans cet avion. Pendant toute la nuit, j'étais hyper attentif à la vitesse, au maniement de l'avion pour être le plus stable possible. Et ça a vraiment payé. Premier lever de soleil sur le vol Hawaï-San Francisco, mon premier vol océanique. J'enclenche maintenant les panneaux solaires. Récupérer l'énergie du soleil levant. On a déjà à peu près 1500 watts par gondole. Et là, j'avais fait ce dont je rêvais depuis le tout début. Un cycle de vol perpétuel. Au 2e jour de la traversée, alors que Bertrand est totalement isolé du reste du monde, l'équipe du projet a réussi à organiser une communication en direct avec le siège des Nations Unies à New York. Bonjour Solar Impulse. Bonjour Capitaine Picard. Où êtes-vous en ce moment? Je vous parle depuis le cockpit de Solar Impulse, au milieu du Pacifique. On dirait que c'est le futur, ou de la science-fiction. Mais non, c'est la réalité d'aujourd'hui. Vous voyez qu'on peut faire des choses impossibles avec les technologies propres, comme voler jour et nuit sans carburant dans un avion solaire. Pendant que vous écrivez l'histoire, nous l'avons aussi écrite aujourd'hui. Plus de 175 pays ont signé l'accord sur le climat. Merci beaucoup, bonne chance. Bon voyage. Merci, monsieur le secrétaire général, et félicitations pour ce que vous faites. Le monde s'en souviendra. 62 heures et 29 minutes pour franchir 4700 km d'océan. Alors qu'il s'approche de l'arrivée, Bertrand peut savourer. Et voilà, je passe la côte américaine au niveau de San Francisco, au niveau de l'entrée dans le Golden Gate, qui se trouve exactement là-devant, juste devant moi. À quelques dizaines de mètres de Solar Impulse, André est aux commandes d'un hélicoptère pour escorter Bertrand et partager avec lui l'accomplissement de son rêve. Je pense qu'il s'est beaucoup battu pour pouvoir faire ce vol, faire ces vols de plusieurs jours, plusieurs nuits. Beaucoup de personnes pensaient qu'il n'y arriverait pas, et puis je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a le caractère et qui a beaucoup de résilience et qui est vraiment capable d'avoir cette persévérance. Il s'est fixé un but
il l'atteindra. Il est un peu têtu, c'est vrai, de temps en temps, mais je pense que son bon côté, justement, c'est que s'il veut quelque chose, il finit par l'obtenir. Donc je suis vraiment content qu'aujourd'hui, ça se soit passé, que ça se soit réalisé, parce que c'était quand même son idée, il y a 17 ans, de voler simplement avec les énergies renouvelables et de pouvoir voler donc presque de manière perpétuelle. Et regarde-moi ça, et ça c'est la précision, hein? Look at this. This is unbelievable. And Pacific flight completed. T'es rasé? Pendant des siècles, c'était les bateaux qui arrivaient là, qui entraient dans la baie de San Francisco. C'était des immigrés qui cherchaient la liberté, un pays de liberté. Puis pour la première fois, c'était un avion solaire qui arrivait, qui entrait dans cette baie, qui passait cette côte. Et la liberté, c'était d'être affranchi des énergies pétrole. C'est ça la nouvelle liberté maintenant. Phoenix, Tulsa, Dayton. Solar Impulse continue son tour du monde en direction de la côte Est. Bertrand Piccard et André Borschberg sont en route pour accomplir ce qui semble encore impossible aujourd'hui. Le premier tour du monde en avion solaire en utilisant uniquement l'énergie du soleil, sans carburant ni émissions polluantes. Nous les accueillons aujourd'hui à la Wells Fargo Arena. Bonjour à tous, chers diplômés. Vous allez vous lancer dans de nouveaux projets, développer de nouvelles idées, peut-être même réaliser vos rêves. Sachez que vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire que cela ne marchera pas, que ce n'est pas possible. Ne les croyez pas. Vous pouvez faire le choix de vivre comme un explorateur, un pionnier, le choix de plonger dans l'inconnu, où vous comprendrez que ce sont les doutes et les points d'interrogation qui stimulent la créativité, la performance, l'innovation. C'est ça dont le monde a besoin aujourd'hui. Pendant 5 semaines, les vols s'enchaînent à la perfection. Pour cette deuxième partie de l'aventure, la météo s'est mise du côté de Solar Impulse et tout semble réglé comme du papier à musique. Mais l'organisation de cette aventure inédite est d'une telle complexité que le moindre grain de sable peut la faire échouer. Sur l'aéroport de Dayton, dans l'Ohio, un problème sur le hangar mobile va mettre en péril la réussite du projet. Une micro-panne électrique a coupé le système de gonflage du hangar, qui doit impérativement rester alimenté en permanence. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, on ne sait pas très bien. Donc, le tableau électrique qui est dehors, il a 2 entrées et une sortie. Ouais. Les 2 entrées ont toujours été alimentées. Mais pour la première fois, la sortie a coupé. J'ai remis le disjoncteur en marche, mais de ce qu'on a vu à l'intérieur, dis-toi que la dérive de l'avion, elle est passée entre les 2 modules. Il n'y a que cette partie-là qui s'est dégonflée? Non, tout le hangar, l'ensemble du hangar. Tout? Ouais. Et ça, en 1 minute, tout se dégonfle? Voilà, en 1 minute, tu vois, ça descend jusqu'au S de Solvay. Ouais. Difficile d'imaginer qu'une toile aussi fine puisse endommager Solar Impulse. Pourtant, l'avion est tellement fragile que le moindre contact du tissu sur son fuselage ou ses ailes a pu les détériorer. De toute façon, le vol est liquidé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez d'informations. On va faire des solaires, des très solaires. C'est pas le moment. C'est pas le moment de mettre de la pression. Je te jure, prenons ça sérieusement. Il faut peu pour bousiller le truc. Il faut vraiment peu, mais c'est une grosse structure. Hein. Je veux dire, si l'OFAC voit ça,
il kill le permis de vol instantanément, jusqu'à ce qu'il ait la réponse à ça, c'est évident. Ce qui me faisait le plus souci, c'était l'incertitude. Donc de ne pas vraiment savoir ce qui s'était passé et de ne pas donner aux ingénieurs suffisamment d'informations pour leur permettre de pouvoir décider est-ce que l'avion peut voler ou non. Ça nous a pris toute la nuit et jusqu'à ce qu'on ait trouvé, grâce finalement à l'éclairage de nuit, suffisamment d'informations sur les points de contact en analysant où est-ce qu'on avait de la poussière, quel type de poussière. Et avec cette analyse-là, on a pu donner suffisamment d'informations aux ingénieurs aujourd'hui pour qu'ils puissent déduire que finalement l'impact sur l'avion est, je ne vais pas dire négligeable, mais en dessous des limites maximum. Heureusement, Niels a eu la bonne réaction. Et je crois que ce que vous avez fait pour régler le problème a sauvé l'avion. Donc c'est vraiment impressionnant. On est tellement tout le temps proche des limites à Solar Impulse qu'on a envie de dire ouais, une fois de plus on est passé proche des limites. Et finalement c'était une galère de plus parmi les 144 galères qu'on a eues pendant ce tour du monde. Après les 5 étapes américaines, c'est André qui conclut la traversée des États-Unis. Et dans la nuit new-yorkaise, s'illuminent les ailes de Solar Impulse. Ce qui me passionne dans le vol, finalement, c'est la liberté que ça donne. Je crois que c'est ce qui me plaît le plus, en fait, ce qui me fait le rêver le plus. Alors, est-ce que ça me rapproche du rêve d'Icare? Je ne sais pas, mais c'est cette liberté qui est vraiment le moteur. On est sur la Statue de la Liberté, là. Ça, c'est plus que New York, c'est le rêve depuis de nombreuses années. Donc d'être là de nuit, ça donne une dimension assez belle pour un avion solaire. C'était un plaisir, je me suis retrouvé là, un peu comme un enfant qui a 3-4 ans, puis qui voit pour la première fois un sapin de Noël illuminé. Ça avait ce côté féerique, ça avait ce côté intense, cette pureté. Je suis resté 1h30 là-bas, je crois que ça a duré quelques minutes, pratiquement pour moi, tellement c'était fort. Le gros challenge de Kennedy, c'est que, alors qu'un avion standard de ligne mettrait 5 minutes d'une position jusqu'au moment de l'atterrissage, nous, on va mettre 25 minutes. Et aucun trafic ne peut voler avec nous à ce moment-là, même sur une piste parallèle. Ce qui fait qu'ils sont obligés de bloquer Kennedy complet. C'est également la raison pour laquelle on pose à 4 h du matin, et à 4 h du matin, on doit être au sol. New York. Dernière étape avant que Bertrand ne s'élance à l'assaut d'une traversée mythique, l'océan Atlantique. Tous les moyens de locomotion ont essayé de traverser l'Atlantique pour montrer qu'ils étaient mûrs. Alors ça pouvait être des bateaux, ensuite c'était des avions, c'était des dirigeables, c'était des ballons, c'était des planches à voile, mais tout le monde a voulu montrer que son moyen de locomotion permettait de traverser l'Atlantique. Ça, c'est vous et votre associé? Oui, absolument. Vous travaillez à l'aéroport? Oui, c'est vraiment génial ce que vous faites. Pour Bertrand, franchir l'Atlantique, c'est aussi une histoire de famille. En 1969, son père Jacques y a déjà conduit une grande expédition scientifique. Après sa plongée à 11 000 mètres dans la fosse des Mariannes, mon père a construit plusieurs mésoscaphes, plusieurs sous-marins pour moyenne profondeur, dont le Ben Franklin, avec lequel il a dérivé depuis la Floride jusqu'à la Nouvelle-Écosse, donc tout le long de la côte est américaine dans le Gulf Stream. Je repars là où mon père s'est arrêté et je continue jusqu'en Europe et ce sera exactement le trajet du Gulf Stream. Et ça m'aurait fait plaisir qu'il le voie. C'est vraiment la continuation de ce qu'il avait commencé, mais lui le faisait sous l'eau et moi je le fais en l'air. C'est son rêve, c'est ce qu'il espère réaliser depuis le début, depuis toujours. Je pense que c'est important pour lui, mais c'est aussi important pour le projet parce que ce vol, ça représente la transformation de l'aviation de cirque à l'aviation commerciale grâce au vol de Charles Lindbergh en 1927.
Si on peut réaliser la même chose pour les clean tech, c'est fantastique. C'est le moment de coller les badges de l'Atlantique officiellement. C'est votre vol, autant que le mien. On ne portera ces badges que pendant 4 jours, mais je peux vous dire que ce seront peut-être les 4 jours les plus longs de ma vie. Après la réussite des 2 vols au-dessus du Pacifique, Solar Impulse s'apprête à réaliser un nouvel exploit. JFK Tower, good morning Hotel Bravo Sierra India Bravo, ready for departure. 90 ans après la première traversée de l'Atlantique de Charles Lindbergh à bord du Spirit of Saint-Louis, Solar Impulse est le premier avion solaire à s'attaquer à cet océan. C'est la première fois que je pilote moi-même en décollant de JFK. Où est-ce qu'il nous emmène? On verra bien. Le vent nous amène. L'aventure. L'aventure. Son premier challenge à Bertrand, ça a été de faire l'Atlantique en ballon. Je crois qu'il y a quelque chose de très mythique et qui est dans le gène des explorateurs. Alors Bertrand, forcément, il se sent concerné par ça. La pleine lune s'est couchée et le soleil du solstice d'été se lève. Ce sont les 24 heures où la Terre reçoit le plus de lumière. Et Solar Impulse envole pendant ce temps. Les 7000 km de la traversée s'annoncent comme un vrai défi. Pour l'instant, Bertrand ne sait même pas où il va atterrir. En fonction des conditions de vol, il pourrait tout aussi bien se poser en Irlande, à Paris, en Espagne ou au Maroc. Les experts du centre de contrôle jouent littéralement avec les éléments. Ils maintiennent l'avion dans un courant aérien très particulier, spécifique à l'océan Atlantique. C'est un flux rapide, avec des vents rapides en altitude, que nous appelons le jet stream. Et c'est justement cette structure de vent que nous allons suivre pendant tout le parcours au-dessus de l'Atlantique. Au lieu de traverser l'Atlantique en 5 jours, il va traverser en 3 jours et demi. Est-ce que je vous ai déjà montré ma carte? Rien ne vaut une bonne carte. Mais peut-être qu'André ne l'aimera pas autant que moi, parce que le Pacifique paraît tout petit là-dessus et l'Atlantique est immense. Elle est bonne celle-là. C'était juste merveilleux. C'était la vie des nuages, la vie de l'océan. Je regardais cet océan et je me disais, j'aimerais surtout me rappeler comment c'est intérieurement de faire une expérience comme celle-là. Escorté par la patrouille de l'armée de l'air espagnole, c'est finalement à Séville, après 71 heures de vol, que l'avion va se poser. Magnifique Bertrand, Thank you. Accueilli sur le tarmac de l'aéroport par l'une de ses filles, Bertrand vient de boucler la toute première traversée de l'océan Atlantique réalisée par un avion solaire. Alors que l'équipe assure la maintenance de l'avion après sa longue traversée de l'océan,
André se prépare à prendre les commandes de l'appareil, direction Le Caire en Égypte, pour ce qui sera sans doute son dernier vol. C'est potentiellement mon dernier vol, donc Séville-Le Caire. Quand j'y pense, c'est un mélange de joie, c'est un mélange de nostalgie, parce que bon, c'est vraiment une page qui va se tourner. La partie vol représente vraiment le côté aventure du projet. Peut-être qu'il y en aura d'autres, etc. Mais c'est vrai que c'est vraiment une page qui va se tourner. Donc, un petit pincement ou un gros pincement au cœur de temps en temps. Pour son dernier vol, l'équipe a préparé une surprise à André. Sa fille Ella, qui a récemment donné naissance à une petite fille, vient assister au vol depuis le centre de contrôle. Salut papa, c'est Ella. Et Lily est aussi sur mes genoux et te souhaite un bon vol. Oh, c'est magnifique, ça, j'arrive à vous imaginer les deux. Quel plaisir d'entendre. C'est un espoir pour tout le monde de voir que les grands-pères peuvent faire des grandes aventures. Comme un symbole, sur sa route vers l'Égypte, le parcours de cette avant-dernière étape fera passer l'avion juste au-dessus de Gema Solar, la plus grande centrale solaire d'Espagne. La centrale solaire Gema Solar, que Solar Impulse survole en ce moment, est la première centrale solaire thermique qui a été capable de produire de l'électricité solaire jour et nuit, sur 24 heures. Donc c'est vraiment la rencontre des deux technologies solaires les plus avancées d'aujourd'hui. Alors on voit qu'il y a des pionniers au sol, il y a des pionniers en vol. Ce qu'il faut, c'est un peu plus de pionniers dans le monde politique maintenant. 7h-5. Bon, je ne me rends pas complètement compte que c'est le dernier vol, mais quand même, ça commence à me toucher fortement. J'essaie de profiter de chaque moment, de chaque petite chose, de m'en souvenir. Et c'est aussi plein de flashbacks sur tout ce qu'on a fait depuis le début, toutes les personnes avec qui on a travaillé. Et chaque étape était fantastique. Je savais que finalement, c'était le chemin qui était intéressant et je voulais en profiter. Je pense que j'en ai profité. Et je revis un petit peu tout là. Développer, je pense qu'il y a un attachement avec cet avion qui est très fort. C'est ses ailes, c'est la continuité de ses bras, les pédales de ses pieds. Et puis je pense qu'il forme vraiment un. Puis avec tous les vols qu'il a accomplis là-dedans, les heures qu'il a passées, je pense qu'il connaît tous les bruits de chaque bouton, la luminosité, les bruits des ailes. Donc ça va encore rester, je pense, longtemps dans ses rêves. André, l'équipe au sol confirme que tu es bien dans l'axe. Ça tourne beaucoup, hein. 2 meters. 1 meter. Main wheel touchdown. Salam alaikum, Habibi. J'ai dû me battre là, hein. Je pense que c'est bien d'avancer, c'est bien de voir ce qui est après, c'est bien de terminer. Ça a pris beaucoup de temps, hein, quand même. 13 ans, c'est beaucoup. Moi, j'en ai profité vraiment au maximum, quoi. Donc, I'm a really happy man. Quelques jours après l'arrivée de Solar Impulse, les deux pilotes ont profité d'un instant de répit au milieu des sollicitations pour aller visiter les pyramides. Mais à plusieurs milliers de kilomètres de là, les ingénieurs viennent de découvrir une faille dans les procédures. Certains instruments de l'avion n'auraient pas été testés dans les conditions de températures extrêmes du désert égyptien. Ma pire visite des pyramides. On est devant des pyramides avec des millions de blocs qui font plusieurs tonnes chacun, qui ont été construits il y a 5000 ans. Tout à coup, alors que ça fait 15 ans qu'on sait qu'on survolera le désert en juillet, quelqu'un trouve que la température atmosphérique va être trop chaude pour les instruments du cockpit.
et on repart dans le psychodrame qu'on a de temps en temps. Je ne comprends toujours pas pourquoi on doit annuler ce vol. Chaque problème pris séparément peut très bien être résolu. Bertrand, je pense que le risque de perdre l'avion est extrêmement élevé, parce qu'il y a trop de détails à régler. Je ne pense pas qu'on ait un grand risque de perdre l'avion. Je ne suis pas d'accord avec Marcus Bazian. Franchement, si on ne part pas demain, je me demande vraiment ce qu'on fait en Égypte en plein mois de juillet. Chaque fois qu'on a eu vraiment des grosses difficultés, chaque fois, ça nous a donné non seulement une solution, mais mis dans une situation qui était définitivement meilleure. Presque comme si, finalement, ce problème était là pour nous aider plutôt que l'inverse. C'est une piqûre de rappel de l'année dernière. Ça va m'aider à faire le deuil de ce projet. J'étais un peu nostalgique du dernier vol, je ne suis plus du tout. Je me dis, mais pourvu qu'on finisse, qu'on arrive au bout, j'en peux plus. La certitude des pilotes et du directeur de vol ainsi que les derniers tests rassurants sur l'avion finissent par convaincre les ingénieurs. Solar Impulse est autorisé à prendre le départ. Good evening, MCC. Mais un autre imprévu met le décollage en péril. Ça va bien, et toi? Ouais, beaucoup mieux. Depuis quelques jours, Bertrand lutte contre des troubles digestifs. Mais l'avion est déjà bloqué en Égypte depuis 8 jours et une fenêtre météo optimale vient de s'ouvrir pour partir vers Abu Dhabi. Malgré son état de fatigue, Bertrand a donc décidé de prendre le départ. Écoute, ça va bien, je crois que c'est bien, c'est bon. Pas mieux, il va bien, il est le meilleur tronche qu'avant, donc ça, je crois que c'est bon. Ce n'est pas le moment de ma vie où je me sens le mieux. Mais pour l'instant, tout est encore sous contrôle. On fait nobody. Objectivement, si on est là, faut pas le faire. C'est mon rôle de le faire annuler. Il a eu une rechute qui fait que pour finir la décision qui était claire, c'était de renvoyer ce vol. Je pense que c'est tout à fait normal parce que quand on voit la difficulté d'un vol comme ça, d'être dans ce cockpit 48 heures ou même jusqu'à 72 heures, ça demande quand même d'être en très bonne santé. Bon choix. Désolé de vous avoir réveillé pour rien, mais je n'avais pas assez de pampers pour le vol complet. 2 jours après son décollage annulé, Bertrand va mieux. Il est prêt à partir et doit à son tour se préparer à terminer une aventure démarrée il y a plus de 15 ans. Je pense que si mon seul but c'était de faire le tour du monde en avion solaire, ce serait presque désespérant d'arriver au but parce que je me dirais qu'il n'y a rien d'autre après. Ça a toujours été un moyen d'obtenir une plateforme crédible autour d'un message. Et par conséquent, je suis ému d'arriver au bout parce que j'ai adoré cette aventure, mais je suis heureux d'arriver au bout parce que ça me permet de passer à la suite, ça me permet d'aller plus loin, ça me permet de continuer à construire. Et je ne pourrais rien construire plus loin s'il n'y avait pas le succès du Tour du Monde. Allez Nico, on continue. Mon souhait, c'est que dans 10 ans, tout ça soit normal. Qu'on se dise, mais comment est-ce que ça a pu un jour être difficile? Quand les avions seront électriques ou seront solaires, on se dira, il y a un moment où c'était exceptionnel. Allez, on parle déjà comme des vieux combattants. Ok, on y va. L'équipe au sol doit à présent tirer l'avion pendant plus de 4 km pour rejoindre la piste de décollage que lui ont assignée les autorités de l'aéroport. Vous avez déjà dû utiliser les fouets pour faire avancer les gars un peu plus vite ou pas encore? Il va décoller, on n'y croyait plus, mais c'est quand même l'aboutissement. Ça doit avant tout être une passion. Pour ce team qui est incroyable, et tout ça s'imbrique, et tout ça fonctionne, et ouais, c'est fou, c'est incroyable. C'est la 4e année de ma vie, ça fait beaucoup. Ouais. Et c'est un bel investissement, ouais. C'est un beau projet. Ouais. Fier d'en faire partie. Ok, Solar Impulse est prêt. Okay, I'm proceeding, releasing the brake, full power.
30 knots, lift off. Super. So Bertrand, tu pars pour cette dernière étape. Je te souhaite un merveilleux moment, un merveilleux vol, et je suis sûr que tu sauras apprécier chaque instant. C'est le moment où ta vision devient réalité. Pour ce dernier vol, Bertrand va franchir la mer Rouge, puis l'Arabie Saoudite, avant d'atteindre Abu Dhabi. 2700 km de vol, les derniers du tour du monde. Il y a 17 ans, j'ai atterri ici dans ce désert et aujourd'hui je redécolle avec Solar Impulse depuis l'Égypte pour la dernière étape du tour du monde. 17 ans de travail, d'espoir, de frustration, de joie, l'amitié avec André, le travail des ingénieurs, les soutiens politiques, le message de Solar Impulse. 17 ans de vie. Ouais, ça va bien. Ouais, fabuleux. C'est incroyable. Hein? Moi, je réalise pas encore qu'on est là. Jamais. Jamais. C'est fou, là, ouais. Incroyable. Absolument fou. Oh, mais il est là. Il est là, c'est bon. Ouais. C'est bon. Ouais. Toute la mémoire revient simplement en étant ici. C'était exactement là que j'ai décollé il y a à peu près 15 mois. Donc c'est vrai que c'est fou, hein. C'est sympa qu'ils viennent avec la même direction. J'avais décollé direction la mosquée, c'est super. Il va s'arrêter exactement au point où c'est parti. C'est incroyable. Après 16 mois d'aventure, 23 jours de vol et 43 000 km parcourus sans aucune goutte de carburant, Solar Impulse est enfin revenu à son point de départ. On nous demande toujours si c'est risqué de faire le tour du monde en avion solaire. Mais la chose la plus dangereuse dans le monde, c'est de continuer à vivre sur une planète qui brûle 1 million de tonnes de pétrole par heure. C'est de la folie furieuse, ça amène l'humanité à sa perte. Mon but, c'est finalement de mettre ce projet à disposition de tout le monde en montrant que l'impossible est réalisable. Nous fixons nos propres limites, ce n'est pas les autres qui le font, c'est nous qui les acceptons. Et je pense que ce projet peut être très utile pour faire comprendre ce message-là. Solar Impulse a réalisé une première dans l'histoire de l'énergie. Nous avons parcouru 40 000 km sans carburant. Et maintenant, c'est votre tour de prendre le relais. Ce n'est pas seulement une fête pour André et moi, ni seulement pour notre équipe. C'est une victoire pour tous ceux qui pensent qu'on peut changer quelque chose dans ce monde pour le rendre meilleur. Entrons dans le futur, il est propre, il commence maintenant.